Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve avec ce nouveau débrief de cette journée du vendredi du MotoGP sur le circuit de Mandalika en Indonésie. On enchaîne avec cette tournée outre-mer. On se fait donc au sein de cette vidéo, comme d'habitude, un rapide point de vue de la première séance d'essai, la FP1, qui, je rappelle, ne compte pas pour les places qualificatives en Q1 et en Q2. Et ensuite, on se fait notre débrief complet de la practice. Mais avant de commencer, je voulais vous parler du sponsor qui est maintenant habituel dans ces vidéos du vendredi et qui pourrait vous intéresser, c'est NordVPN. Alors avec NordVPN, vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités, mais moi je voulais donc parler dans cette vidéo de sport tout d'abord. Si vous aimez le foot, si vous êtes un amateur de football, vous pouvez avoir grâce à NordVPN accès à la Ligue 1 gratuitement sur YouTube en vous localisant au Mexique. Mais pour ceux qui sont plus fans de sport mécanique, vous avez aussi un intérêt avec NordVPN en vous localisant soit en Belgique, soit en Suisse. Et regardez, je vous montre très rapidement comment ça fonctionne. Vous allez donc installer et ouvrir l'application. Et il y a justement ces deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous allez vous connecter à un serveur en Belgique et ensuite sur internet aller sur le site de la RTBF Ovio. Soit vous allez vous connecter à un serveur en Suisse et sur internet aller sur le site de la RTS. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué. Alors pour ceux qui voudraient quand même plus d'informations, en description vous avez le lien de mon tuto personnel qui vous montre un peu plus étape par étape comment tout ça fonctionne. Et en description ou encore en commentaire épinglé, vous avez surtout mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de très grosses promotions sur les abonnements d'1 an ou encore de 2 ans avec en plus des mois gratuits offerts. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, surtout que vous pouvez tester sans risque avec cette garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Bref, un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et un grand merci à tous ceux qui s'abonneront ou qui se sont abonnés avec mon lien. Ça permet évidemment de soutenir la chaîne. Allez, on est parti pour notre débrief. Et allez, on va quand même rapidement commencer par une actualité qu'on a pu avoir avant le début de ce week-end. Une actualité que je pense quand même importante parce que c'est le calendrier provisoire de la saison 2025 du MotoGP et plus précisément du championnat du monde moto. Il y a quand même quelques changements, je trouvais ça intéressant d'en parler. Tout d'abord, on avait pu déjà le voir, mais comme premier Grand Prix de cette saison, ça ne sera pas le GP du Qatar, mais bien le GP de Thaïlande. Ensuite, on aura donc la tournée américaine. Le circuit du Qatar se retrouve 4e. Donc voilà, quelques petits bouleversements, on va dire, dans ce début de saison 2025 du point de vue donc du calendrier. Je trouve que ça reste ok et intéressant. On a donc deux nouveaux circuits dans ce calendrier 2025. Tout d'abord, c'est le circuit de Brno et puis ensuite, c'est le circuit donc de Hongrie. À voir donc ce que ça donnera. Il faut donc aussi le dire, on a deux grands prix qui disparaissent. Alors un circuit tout d'abord sur lequel on n'a pas roulé, c'est le circuit du Kazakhstan. On a eu pas mal de temps où on espérait y aller, puis il y avait toujours quelque chose qui faisait que, et finalement au sein de ce calendrier 2025, il n'y a plus le circuit du Kazakhstan. Et moi je trouve ça quand même dommage, mais bon, c'est comme ça. Et il faut aussi donc noter qu'on n'a plus le Grand Prix d'Inde. Alors on y était bien allé en Inde, alors on n'y est pas allé malheureusement cette année. Et d'après les informations qu'on a eues, normalement on devrait de nouveau aller sur le circuit d'Inde en 2026. Bon, on verra comment cette histoire évoluera. Mais bon, ça sent quand même un petit peu le roussi cette histoire. Et pour dernière petite chose à noter, c'est qu'après la tournée outre-mer, on va donc aller sur le Grand Prix du Portugal qui a été entre guillemets sauvé. Il y avait des risques de ne pas voir donc ce circuit du Portugal au calendrier 2025. Finalement, il aura donc bien lieu et ça je pense que c'est une très 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 bonne nouvelle et il sera donc avant-dernier circuit de ce calendrier et on terminera donc à Valence d'une manière assez classique. Bref, voilà, je pense que c'est quand même un calendrier intéressant. Bon, comme d'habitude, je pense qu'on est beaucoup à vouloir peut-être changer certaines petites choses. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est ce calendrier provisoire de cette future saison. Mais bref, rentrons maintenant donc dans le cœur de ce débrief. Et tout d'abord, on se fait un rapide point de vue du classement de la première séance d'essai, cette FP1. On retrouvait donc en tête Franco Morbidelli. Un Morbidelli qui, je vous le dis, est vraiment très en forme lors de cette première journée. Ensuite, on retrouvait Vignales, suivi de Jorge Martin, Pedro Acosta, Johan Zarco, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Luca Marini et Fabio Di Antonio. Bon, je rappelle quand même qu'une nouvelle fois, même si c'est toujours, je pense, intéressant d'avoir un point de vue de ce classement, ça reste une séance de mise en jambe et c'est pour ça qu'on peut avoir des surprises du point de vue du classement. Ce qui est important, je pense, de véritablement débrief, c'est évidemment cette practice, c'est en ce qui compte pour les qualifications. Et là, il y a eu du très bon chrono parce qu'on a déjà donc battu le record de la piste. Et oui, le record qui avait donc été établi l'année dernière par Luca Marini, une 29
1,29 978 a été battu par plusieurs pilotes. Et tout d'abord, c'est le premier qui est donc en lien aussi avec le constructeur of the day qui, je vous le dis, est largement Ducati lors de cette première journée. 5 pilotes Ducati aux 5 premières positions. Mais celui donc qui a battu et qui a donc établi le nouveau record de cette piste, c'est Enea Bastianini avec un 1,29 630. Alors d'autres pilotes sont proches quand même, mais bref, Enea Bastianini est le premier pilote de cette practice. Et je peux vous le dire, Bestia, ça sent très très bon pour lui ce week-end parce qu'il a été très bon avec un soft pour l'attaque donc au chrono, mais on a pu le voir aussi très intéressant dans le rythme de course, hard, medium. On a l'impression que ça va être peut-être soft pour la sprint. À voir, si on tiendra le soft, peut-être on fera medium soft ou hard soft. Et pour la course du dimanche, je pense que ça serait plutôt hard medium. En tout cas, on a vu beaucoup de pilotes tester le hard et le medium, donc hard à l'avant et medium à l'arrière. Donc je pense que ce sera ça les pneumatiques qu'on utilisera pour les deux courses. À voir évidemment. Mais en tout cas, Enea Bastianini dans les deux dispositions, il est vraiment très très performant. Et ce week-end, j'ai bien envie de mettre une petite pièce sur lui pour la victoire. On verra parce que comme j'ai pu déjà vous le dire, d'autres pilotes sont très rapides. Rory Martin a aussi battu l'ancien record de la piste avec un 1,29 670, très rapide à 40 millièmes d'Enea Bastianini. Alors difficile du point de vue du rythme de course de vous dire s'il est vraiment meilleur ou non d'Enea Bastianini que Enea Bastianini, pardon. Il y a quand même quelques chronos qui sont un poil plus bas, donc je pense que du point de vue du rythme de course, Rory Martin est aussi très 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 bien. Peut-être un cran un petit peu mieux que Enea Bastianini. Donc Rory Martin, attention, on sait que l'année dernière il avait été aussi très très fort sur ce circuit, il était en tête, après malheureusement il avait donc chuté, mais je pense que Rory Martin peut faire de très belles choses et je pense qu'ici à Mandalika on peut donc avoir une belle bataille pour le championnat du monde. Et justement si on parle de lutte pour le championnat du monde, on va parler des deux autres pilotes évidemment qui se bataillent du point de vue du classement. Tout d'abord c'est Francesco Bagnaia 4ème, un Pecco qui a beaucoup travailler sur son rythme de course, hard à l'avant et donc medium à l'arrière. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où il était quand même assez loin du point de vue du classement, donc il y avait pas mal d'interrogations. Bon, oui, Pecco travaille pour la course, on le voit bien du point de vue de ses pneumatiques, mais il était quand même un cran en retrait, donc bon, on se demandait un petit peu sa vitesse entre guillemets, est-ce qu'il était vraiment en difficulté ou non, surtout qu'on se rappelle que l'année dernière, justement sur ce circuit de Mandalika, ça n'avait pas été facile pour lui du point de vue des chronos. Alors oui, c'est vrai que finalement le dimanche, il avait gagné la course, mais voilà, dans l'ensemble, ça avait été un week-end, à part donc cette course du dimanche, assez complexe pour lui, donc il y avait pas mal d'interrogations quand on le voyait aussi loin du point de vue du classement. Bon, finalement, pas d'inquiétude, Pecco a ensuite passé des pneus soft et il a été extrêmement rapide vu qu'il va donc signer le 4ème chrono et réaliser donc un 1,29 712. Il a aussi battu le record de la piste, mais bon, beaucoup de pilotes ont battu l'ancien record de la piste, je précise une nouvelle fois. Alors maintenant, c'est vrai que même s'il a fait beaucoup mieux du point de vue donc de l'attaque au chrono, j'ai toujours cette interrogation avec son rythme de course, avec un hard à l'avant et un medium à l'arrière. Par exemple, Enea Bastianini ou encore Rory Martin arrivent à faire des gros 1,30, une 30.9, une 30.6, alors que du côté par exemple donc de Francesco Bagnaia, on voit que rouler en 1,30 c'est beaucoup plus compliqué et on est plus en 1,31.2, 0.3. Donc bon, il y a toujours une interrogation avec du coup les pneus qui seront, je pense, pour la course du dimanche. Ce que va pouvoir faire en termes de rythme Pecco. Bon, maintenant on sait que l'Italien c'est quand même un pilote qui est très fort en course, donc à mon avis ils vont arriver à trouver une solution, mais bon, voilà, il y a encore quand même quelques petites interrogations. On verra comment cette histoire évoluera. Mais quand on parle de lutte pour le championnat du monde, il y en a aussi un autre, on va dire techniquement qu'il y a vraiment 4 pilotes qui sont aux avant-postes, et c'est donc aussi Marc Marquez. Alors Marquez est un peu plus en retrait, quand même je vais vous le dire, il est 7ème. Marquez est intéressant, mais je pense que du point de vue du rythme de course et même du time attack, on sent encore une fois qu'on est, on est un petit peu moins bien. Et ça me rappelle ce deuxième week-end de Misano où on voit un Marquez qui est capable de faire de belles choses, mais tu sens qu'il y a un petit écart, tu sens qu'il y a un petit cran en dessous. Il va falloir voir sa progression samedi, par exemple par rapport à la qualification, il va falloir vraiment faire une très bonne qualif. On est quand même directement qualifié en Q2, on a quand même bien roulé, donc voilà, c'est positif pour Marquez, on est quand même rapide. Mais par rapport aux 3 de devant, je pense que ça risque d'être un petit peu difficile.
On verra bien comment ça va évoluer. Je pense que pour Marquez, il va falloir en trouver encore un peu plus lors de cette journée du samedi. Maintenant, je tiens quand même à dire que les écarts sont extrêmement serrés parce que Marc Marquez il est 7ème, mais il est 7ème à 255 millièmes du premier. De toute façon, pour vous dire, le top 10 se tient dans 370 millièmes. Oui, vous avez bien entendu, on est à moins de 5 dixièmes pour le top 10. Pour arriver à la seconde, on arrive donc au 19e, le 18e est à 977 millièmes et le 18e c'est Raúl Fernández, le 19e qui est donc à plus d'une seconde c'est Joan Mir avec sa Honda. Donc ça vous permet de bien vous rendre compte qu'on a des écarts mais complètement dingues. On est donc à moins de 5 dixièmes jusqu'au 12e. Enfin, là on est vraiment dans des écarts extrêmement serrés après cette practice ici à Mandalika. Mais bref, recontinuons donc un petit peu le classement de ce top 10, on s'écarte un peu de cette lutte au championnat du monde. 3ème, c'est Franco Morbidelli, je vous ai dit qu'il était vraiment rapide lors de cette première séance d'essai, ce fut aussi le cas lors de cette practice, une 29,709 pour Morbidelli. Vraiment, l'italien aussi très bien, bon rythme de course j'ai l'impression, bien du point de vue du time attack. Est-ce que Morbidelli pourrait aussi jouer quelque chose d'intéressant? On l'a vu beaucoup mieux lors du week-end de Misano, surtout lors du premier week-end de Misano, après malheureusement il a chuté. C'est vrai, un poil moins bien lors du deuxième week-end de Misano, mais dans l'ensemble ça restait quand même positif pour lui. Mais c'est vrai qu'on se disait, bon on est quand même à Misano, c'est un circuit qu'il connaît bien, bon on est pratiquement sur les terres italiennes, on peut quand même le dire, peut-être que ça avantage, peut-être que ça donne un petit quelque chose en plus à Morbidelli. Et même si les derniers week-ends étaient aussi positifs, je le répète maintenant depuis pas mal de temps, Morbidelli va de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'à Misano on pouvait mettre quand même quelques interrogations si vraiment Morbidelli avait passé de nouveau un step, avait de nouveau fait un pas en avant. Et en tout cas ici à Mandalika il nous prouve que oui, c'est pas le circuit de Misano qui lui a fait faire un pas en avant, il est vraiment beaucoup mieux, vraiment beaucoup plus rapide, et ce 3ème chrono est je trouve quand même assez important pour Morbidelli. Après il va falloir bien se qualifier et surtout ensuite faire de bonnes courses, donc le chemin est entre guillemets encore long au sein de ce week-end ici à Mandalika, mais ça démarre très bien. Et 5ème pour compléter donc ce top 5 de pilotes Ducati, c'est Marco Bezzecchi. Et c'est assez marrant parce que finalement tout ce que je viens de vous dire pour Morbidelli s'applique aussi à Bezzecchi. Lui aussi, il progresse tout doucement, lui aussi ça a été quand même une saison compliquée, lui aussi s'est montré quand même assez rapide lors du coup des 2 week-ends sur le circuit de Misano, mais une nouvelle fois on se disait ouais mais c'est Misano, et là il confirme aussi du coup sa belle vitesse avec cette 5ème place. Lui aussi a battu l'ancien record de la piste avec ce beau chrono. Il a donc réalisé l'italien 1:29,770 et une nouvelle fois c'est très serré parce que Bezzecchi il est 5ème à 140 millièmes du premier, donc bon ça confirme une nouvelle fois ce que je vous ai dit, c'était vraiment des écarts très resserrés lors de cette practice. Mais voilà, dans l'ensemble très bon résultat pour Bezzecchi, un grand bravo à lui. On arrive maintenant à la 6ème position de Fabio Quartararo. Alors vous allez peut-être dire que j'abuse, mais bon, lui aussi avec ce circuit de Misano, on disait ouais mais c'est Misano, on sait que Fabio il est plutôt bien là-bas, il faudra voir ce que ça va donner sur d'autres circuits. Et justement ici à Mandalika, Fabio est aussi très bien. Alors bon, on sait que par le passé pour Fabio ça avait aussi bien réussi quand même globalement sur ce circuit. C'est quand même un circuit qui apporte pas mal de grip et je pense que ça permet à la Yamaha d'arriver à aller un petit peu mieux. Mais je pense que cette très belle position, 6ème donc pour le pilote français, ça vient quand même mettre en lumière que ça va mieux chez Yamaha. Peut-être qu'on est enfin en train de trouver cette voie positive qu'il faut suivre pour le développement et qu'on avance dans le bon sens. Alors Fabio a quand même dit qu'ils avaient testé des choses et que finalement ça n'avait pas trop fonctionné et qu'ils étaient revenus en arrière, donc bon voilà, c'est à prendre entre guillemets, mais j'ai quand même l'impression que ça va mieux pour Yamaha et que tout doucement on arrive à faire des pas en avant qui permettent de... En tout cas, le résultat est là pour le pilote français. J'espère vraiment qu'il va nous faire une très belle qualification. J'espère vraiment qu'on le verra aux avant-postes en course. Peut-être pas. Ça va se jouer évidemment sur la qualif, mais c'est comme ce qu'on dit souvent. On sait qu'avec cette Yamaha, Fabio Quartararo, lui, il arrive entre guillemets assez rapidement au plein potentiel de sa moto, alors que par exemple les pilotes Ducati eux peuvent encore gratter un peu. Les 4 pilotes Ducati avec la Ducati 2024, je pense que demain en qualification ils vont arriver à trouver encore un gros quelque chose ou un petit quelque chose
et c'est ce quelque chose-là qui va peut-être faire vraiment la différence en qualification, par exemple par rapport à Fabio. Donc il faudra voir si Fabio peut encore gratter un peu, s'il peut encore faire un peu mieux. Mais en tout cas, c'est une très très bonne journée. On avait vraiment un Fabio exceptionnel. Surtout que ce que je répète encore une fois du point de vue des écarts, c'est que Fabio est 6ème, donc c'est déjà proche du point de vue du classement. Mais du point de vue des écarts, Fabio Quartararo, il est à 2 dixièmes du premier. Donc vraiment, on a un Fabio qui est dans le coup, qui a fait vraiment de bons essais, entre guillemets, du point de vue donc du rythme de course, qui est vraiment bien du point de vue du time attack. Ouais, j'ai de bons espoirs ici à Mandalika. Alors, on verra à quel point, encore une fois, comme je vous ai dit, il va falloir progresser. Mais voilà, ça démarre vraiment très très bien et je suis très content. On continue ce top 10 et 8ème, premier pilote KTM et seul pilote KTM de ce top 10, c'est Pedro Acosta, qui a été pas mal rapide, Pedro Acosta qui a bien roulé, qui a été plusieurs fois je crois premier de la séance. En tout cas Acosta une nouvelle fois montre de la vitesse. Alors on a eu quand même une petite chute pour le pilote espagnol, ça n'a pas été facile et on voit encore une fois que pour KTM, ouais, c'est pas facile, on rame un petit peu quand même pour KTM. De toute façon, à l'image aussi d'Aprilia, ça n'a pas été facile. Et on voit vraiment les deux constructeurs européens, on en a déjà parlé, mais on les voit ces derniers temps. Je sais pas si on peut dire régresser, mais il y a un écart qui se crée. Et même on a l'impression que des fois les constructeurs japonais se rapprochent et arrivent même à faire quelques très bons coups parce qu'ils arrivent même à être devant, à l'image là par exemple de Fabio Quartararo. Donc dans l'ensemble, voilà, c'est positif pour les japonais, peut-être un petit peu moins bien pour Aprilia et KTM. Mais voilà, pour Acosta en tout cas on a bien roulé, on est dans le top 10, le job est fait. Allez, on arrive donc maintenant à la 9ème position de Fabio Di Antonio, dernier pilote Ducati de ce top 10. Bon, c'est pas facile du point de vue une nouvelle fois de l'état de santé. On rappelle qu'il a cette épaule luxée, Fabio Di Antonio, il s'est encore fait un petit peu mal lors du deuxième week-end de Misano. Alors j'ai cru comprendre, à prendre avec des pincettes, mais j'ai cru comprendre sur Canal+, qu'il y a des chances que Fabio Di Antonio se fasse opérer justement à cause de cette blessure, mais qu'apparemment on a repoussé ça parce que déjà ici à Mandalika on ne voulait pas être absent, parce que je rappelle que le sponsor titre du Team VR46 c'est Pertamina, et justement Pertamina c'est aussi le sponsor du circuit de Mandalika, et donc le sponsor titre voulait évidemment que les deux pilotes VR46 soient présents ici lors de ce week-end. Alors bon, à voir donc si Fabio Di Antonio va se faire opérer après, parce que je rappelle que là les week-ends vont s'enchaîner, déjà la semaine prochaine on a donc le week-end sur le circuit du Japon, donc bon, à voir comment ça va se passer du point de vue de l'état de santé de Fabio Di Antonio, mais c'est quand même assez compliqué ces derniers temps. Du point de vue du classement, il réalise quand même une très très belle chose vu qu'il est donc 9ème. C'est aussi à noter le premier pilote entre guillemets qui n'a donc pas battu l'ancien record de piste. Et oui, ça veut dire que les 8 pilotes devant lui ont battu donc le record de piste de Luca Marini de l'année dernière. Mais bref, dans l'ensemble, Fabio Di Antonio, il est très bien et il est qu'à 356 millièmes du premier. Donc un grand bravo à lui parce qu'il n'est pas très bien physiquement et pourtant il est dans le top 10 et il a réalisé un très bon boulot. 10ème pour terminer donc, on retrouve un autre constructeur, c'est donc Aprilia. Bon, Viñales a fait le job vu qu'il est 10ème, vu qu'il est donc dans ce top 10 et directement qualifié en Q2. Mais comme j'ai pu déjà le dire par le passé, on sent clairement que les pilotes Aprilia sont en retrait maintenant. Et c'est donc aussi le cas évidemment encore un peu plus pour son coéquipier Aleix Espargaro qui est 15ème, qui a eu 2 chutes. Ça n'a pas été facile une nouvelle fois pour Aleix Espargaro et on voit que cette deuxième partie de saison est vraiment beaucoup plus mitigée pour l'Espagnol. Bon, en dehors du top 10, j'ai pas énormément de choses à dire, mais on peut quand même très rapidement revenir sur la 21ème place d'Alex Marquez, qui est donc dernier. Alors Alex Marquez, normalement, aurait dû améliorer dans son tout dernier run, et je pense qu'il avait une chance de se mettre dans le top 10, mais malheureusement, il est donc parti à la faute, je crois, dans le tout dernier secteur. Donc, coup dur pour Alex Marquez, mais bon, je pense qu'il aura donc un ticket à jouer pour demain lors de la Q1. À noter aussi donc les contre-performances, comme on a pu le dire, des pilotes KTM, Jack Miller 16ème, Brad Binder 14ème, c'est dur, mais quelque chose que je voulais souligner, c'est la très bonne performance, même s'il n'est pas dans le top 10, de Johann Zarco à la 11ème position, et on n'est pas passé loin de ce top 10 vu qu'on est à 86 millièmes pour Johann Zarco d'être dans le top 10. On aurait pu avoir les deux pilotes français dans le top 10, ça aurait été si bien, mais Johann Zarco a vraiment très bien roulé vu qu'il est à 456 millièmes, moins de 5 dixièmes, moins d'une demi-seconde du premier.
Bon bah très bon chrono quand même pour Zarco avec sa Honda. Alors on l'avait déjà vu lors de la première séance du matin, on avait vu Zarco vraiment très bien. Il y avait aussi Nakagami qui roulait bien, donc c'était une belle surprise. Alors dommage d'être pas dans le top 10 pour Johann Zarco, mais on retient le positif de ce chrono. Ça démontre qu'il a vraiment de la vitesse et maintenant je croise fort les doigts lors de la Q1. Surtout que je pense qu'Alex Marquez a un bon ticket à jouer, je pense que c'est lui qui va être premier lors de la Q1. Mais par exemple pour les pilotes KTM, on est un peu moins bien. Bon, maintenant, on sait qu'un Jack Miller, un Brad Binder, du point de vue du time attack, ils peuvent arriver à aller sortir un très gros chrono. Donc, ça sera pas facile pour Johann Zarco. Faudra voir aussi ce que va faire Aleix Espargaro, je viens d'y penser. Donc, bon, on verra, mais allez, j'ai quand même des petits espoirs d'imaginer un Johann Zarco qui peut passer en Q2. Ça serait quand même vraiment, vraiment génial. En tout cas, un très bon chrono pour lui. Et un grand bravo donc à nos deux pilotes français qui ont fait, je trouve, deux très belles performance avec leur moto japonaise. Et juste pour terminer cette vidéo, un point un petit peu moins positif, on a appris que malheureusement Miguel Oliveira a abandonné donc ce week-end après une blessure. Il s'est apparemment fait une fracture lors d'un high side qu'il a pu donc faire lors de la première séance. Bon, coup dur encore une fois pour Miguel Oliveira qui a pas de chance sur ses chutes et qui malheureusement assez souvent se blesse. Bon, c'est comme ça pour Oliveira, on espère qu'il va pouvoir revenir très vite. Je crois qu'il doit encore faire des tests médicaux pour mieux comprendre la situation et donc l'état entre guillemets de cette blessure. Quand on aura plus d'informations, je suppose qu'on en reparlera. Bref, on en a donc terminé avec cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble, elle vous a plu. Et comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous soit dimanche, soit lundi. Vous commencez à connaître la rengaine. On verra bien. Bref, je vous dis bye bye les potes. Ciao.